Bonjour à tous, je voulais vous faire un petit compte-rendu une semaine après le lancement de Simple pour vous dire que je suis très ému et impressionné par le nombre de témoignages, d'histoires qui ont été écrites sur la plateforme. Tout le monde contribue, toutes les sociologies, des policiers, des infirmiers, des profs, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des auto-entrepreneurs, des allocataires sociaux. Bref, tous les gens qui sont aux prises avec la bureaucratie, les normes, les formulaires, les règles qu'ils jugent absurdes et les histoires qu'ils racontent ne peuvent que leur donner raison, qu'elles viennent encore une fois du secteur public, de l'administration ou du secteur privé. Les témoignages que nous avons, les histoires que nous avons récoltées correspondent vraiment à l'intention de la plateforme, c'est-à-dire qu'elles sont très précises, très cliniques. Nous les lisons. J'ai un groupe de juristes avec moi qui commencent déjà à les analyser, qui commencent déjà à dégager des grandes tendances et qui est confiant qu'il pourra proposer des choses assez radicales à l'automne. Alors évidemment, là nous en avons 1000, il faut que nous en ayons 10 000, 100 000 pour avoir un échantillon vraiment substantiel. Mais enfin, c'est un début qui est très réjouissant d'une certaine manière et qui montre que c'est un sujet véritablement universel. Alors ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui, c'est faire une petite digression, il y en aura plusieurs au cours de cette aventure, une petite digression du côté de la philosophie, pour réfléchir à l'idée de simplicité et aux besoins étranges que nous avons de tout complexifier. Parce qu'après tout, ce n'est pas limité à la sphère administrative. Et ça se voit dans la philosophie elle-même qui souvent produit des textes incroyablement complexes. J'ai été tout à fait surpris de lire récemment une étude de l'Université de Virginie qui explique que quand les gens ont le choix entre le simple et le complexe, dans des expériences de psychologie très simples, par exemple on leur demande de rendre une image symétrique et ils ont le choix entre rajouter d'un côté ou enlever de l'autre, eh bien à 80% les gens choisissent de rajouter. Et donc les chercheurs, les psychologues multiplient ces expériences et on voit que la tendance naturelle de l'esprit pour résoudre un problème, c'est d'en rajouter au lieu d'en enlever. Et on voit très bien ça en philosophie aussi, où quelque part pour essayer de faire rentrer le monde dans un système de représentation, les philosophes ont tendance à élaborer des concepts de plus en plus complexes. Le premier à avoir vu et dénoncé cela, c'est l'abbé de Condillac, au XVIIIe siècle, qui a écrit un traité contre les systèmes, où il reprend les grands systèmes de philosophie de l'époque, Leibniz, Descartes, Spinoza, et où il dit en fait du fait même de vouloir constituer un système, c'est-à-dire un ensemble où tout rentre, une grille où vraiment on a rassemblé toutes les possibilités de la pensée dans une certaine perspective sur le monde, eh bien on est obligé d'aboutir à des choses qui sont tellement sophistiquées, tellement complexes, que de ce fait même, elles paraissent fausses ou vaines par rapport à la simplicité du réel. C'est quelque chose que Jean-François Revel dénoncera beaucoup dans son analyse de l'histoire de la philosophie. Il y a ce passage merveilleux sur Sartre où il dit que si on enlevait tout ce qui est en soi pour soi, en soi pour soi, en soi du pour soi et pour soi de l'en soi dans l'être et le néant, il nous resterait 50 pages de psychologie merveilleuse sur la nature humaine. Mais au fond, on aurait dégraissé le texte de toute cette surcharge théorique qui est faite pour impressionner, et qui est très brillante, mais qui correspond quelque part à une certaine facilité de l'esprit qui est peut-être très éloignée de la sagesse. Et c'est pour ça que d'autres philosophes ont élaboré, à l'inverse, des méthodes de simplicité, de simplification. Le premier, le plus fameux, c'est Guillaume d'Occam, philosophe médiéval, théologien, qui met au point ce qu'on appellera plus tard le rasoir d'Occam, une méthode nominaliste pour véritablement aller au cœur du concept, au cœur du mot, et le définir de manière aussi concise que possible, aussi claire que possible, de sorte que tout le travail de la philosophie consiste, de ce point de vue, en un élagage. C'est pour ça qu'on parle du rasoir, il rase tout ce qui est en trop. C'est ce que dira plus tard David Thoreau, qui est à la fois un philosophe et un poète, dans Walden, un libertaire, et qui aboutit à cette conclusion sur la vie comme sur la pensée, simplifier, simplifier, simplifier. Et clairement, la pensée française n'a pas été tout à fait fidèle à cette ambition. Et Michel Onfray dit assez plaisamment qu'elle est compréhensible jusqu'à Bergson, mais qu'à partir de l'après-guerre, à partir des années 20, elle incorpore tout ce qui vient de la phénoménologie allemande et qui contribue à rendre les concepts longs, boursouflés
et au fond où les gens, comme on le dit couramment, s'écoutent parler, s'écoutent penser, au détriment du sens, de la signification, et ça nous donne, à la fin du siècle, la pensée française postmoderne et la quintessence de tout cela, totalement incompréhensible et ultra complexe, Jacques Derrida, à côté duquel le Code des impôts est vraiment à merveille de concision. Ce qui vaut pour la philosophie vaut aussi pour l'art, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler sur cette chaîne vidéo, avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi, mais j'avais juste en tête une réflexion de Michel-Ange que je voulais partager avec vous quand on lui demandait comment avez-vous réussi à faire ce David qui est un chef-d'œuvre de perfection où toutes les proportions sont si harmonieuses. Comment l'avez-vous construit? Il disait mais je ne l'ai pas construit, j'ai simplement enlevé de mon bloc de pierre tout ce qui n'était pas David. Et c'est donc par soustraction que j'ai atteint la perfection, la simplicité. Alors je pense qu'il ne faut pas craindre la simplicité. Les études académiques en philosophie, la formation des fonctionnaires en politique publique nous poussent à prouver notre brio en multipliant les formules, les normes complexes. Et quelque part, il faut prendre sur soi pour assumer la simplicité qui parfois apparaît être candide ou naïf. Et c'est ce que j'espère nous ferons avec Simple, un mouvement dont la forme soit fidèle au contenu, dont la parole reste toujours claire, parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et je pense que l'ambition de la simplicité est politique, mais elle est aussi philosophique, elle est aussi existentielle. Et c'était cette digression que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. À la semaine prochaine.